Je m'appelle Sophia Reynolds. J'ai 37 ans. Et la nuit où mon frère a tenté de nier toute mon existence, je n'ai pas dit un seul mot. Il se tenait à 3 tables de moi dans la salle d'audience disciplinaire, impeccable et souriant, racontant à un panel d'inconnus que j'avais pratiqué le droit sans autorisation pendant des années. Il a dit que j'avais falsifié mes qualifications. Que chaque client que j'avais jamais défendu avait été trompé. Il a dit que je n'étais pas une véritable avocate, juste une personne malhonnête dans un beau costume, qui avait réussi à passer entre les mailles du filet assez longtemps pour nuire au système. Je suis restée assise là en silence, les mains jointes sur la table, l'écoutant m'enfoncer avec la confiance que seules les personnes gâtées possèdent lorsqu'elles pensent que la fin a déjà été écrite pour elles. Mes parents se tenaient derrière lui, habillés comme des témoins endeuillés à des funérailles, hochant la tête en signe d'approbation comme s'ils étaient venus pleurer une fille au lieu d'en détruire une. Puis le juge qui présidait a pris mon dossier. Il l'a ouvert sans expression, a tourné une page, puis une autre, et s'est soudainement immobilisé. J'ai vu la couleur quitter son visage si vite que cela semblait irréel. Sa main s'est resserrée sur le dossier. Ses yeux se sont levés vers les miens, et en cette seconde figée, j'ai su qu'il avait reconnu exactement ce que mon frère avait fait. Le juge s'est levé d'un bond, a serré le dossier contre sa poitrine et a disparu dans son bureau sans un mot. La salle est tombée dans un silence de mort. Le sourire de mon frère a vacillé. Ma mère a retenu sa respiration. Mon père avait l'air offensé, confus et furieux. Et je savais avec une certitude froide et si tranchante qu'elle ressemblait presque à un soulagement, que quelqu'un allait faire face à l'effondrement ce soir-là. Simplement, cette personne ne serait pas moi. Avant que je vous raconte ce que le juge a trouvé dans ce dossier et pourquoi mon frère a commencé à supplier avant même que l'audience ne soit terminée, je me demande jusqu'où cette histoire se propagera ce soir. Pour comprendre pourquoi mon frère se tenait là, si désireux de m'enfoncer, vous devez comprendre la famille dont je suis issu. La famille Reynolds ne croyait pas en l'amour à moins qu'il ne puisse être mesuré, exposé et admiré par d'autres. Mon père a bâti sa réputation en tant que chirurgien cardiaque sauvant des hommes riches de la mort à 60 ans. Ma mère transformait les déjeuners de charité en théâtre et portait la générosité comme d'autres femmes portent des diamants. Mon frère aîné, Derek Reynolds, était le chef-d'œuvre qu'ils avaient poli depuis sa naissance. Il avait la bonne poignée de main, la bonne mâchoire, les bonnes écoles et le bon type d'ambition. Il a appris très tôt que dans notre maison, être aimé signifiait être utile au récit familial. Et je n'ai jamais correspondu à ce récit. J'étais l'enfant qui posait les mauvaises questions. La fille qui détestait les manières apprises et les mensonges polis. Celle qui remarquait que mon père parlait plus doucement aux donateurs de l'hôpital qu'à ses propres enfants. J'étais quand même très intelligente, et cela ne faisait qu'aggraver les choses. Ils ne pouvaient pas me rejeter comme étant stupide, alors ils ont décidé de me définir comme étant difficile. Quand Derek et moi avons terminé la faculté de droit, la différence entre nous est devenue impardonnable à leurs yeux. Il a rejoint un grand cabinet de contentieux des affaires à Seattle, où les gens facturaient alors pour rendre des clients puissants plus propres qu'ils ne l'étaient. Je me suis tourné vers la défense pénale parce que j'avais passé trop d'années à voir l'argent décider qui avait droit à la dignité et qui ne l'avait pas. Au début, mes parents ont traité mon choix comme une rébellion temporaire, le genre de choses qu'une fille intelligente finit par dépasser en grandissant. Puis j'ai gagné mon premier procès avec jury. J'ai commis l'erreur de le leur raconter pendant le dîner. Je me souviens encore de la table, des couverts lourds, de l'éclat froid du lustre, de la façon dont Derek s'est penché en arrière sur sa chaise, un verre de vin à la main, comme un prince écoutant parler des roturiers. Je leur ai dit que j'avais défendu un magasinier de 19 ans faussement accusé d'un vol, que j'avais démonté la chronologie de l'accusation lors du contre-interrogatoire et obtenu son acquittement. J'étais encore porté par l'adrénaline de la victoire, encore assez naïf pour penser que la justice elle-même pourrait les impressionner. Mon père ne m'a pas félicité. Il m'a demandé si je comptais construire une carrière en nettoyant derrière les délinquants. Ma mère a soupiré et a dit qu'elle redoutait ce qu'elle devrait dire à ses amis du club quand elle lui demanderait ce que faisait sa fille. Derek a souri et a dit que j'avais confondu le sacrifice inutile avec la compétence juridique, que n'importe quel vrai avocat aurait pu gagner plus en un après-midi que ce que je gagnais en un mois à défendre les personnes marginalisées de la ville. Je lui ai dit qu'au moins, mes clients étaient honnêtes sur qui ils étaient. C'est à ce moment-là que l'ambiance dans la pièce a vraiment changé. Mon père m'a traité d'irrespectueuse. Ma mère m'a dit que je nuisais à la réputation de la famille. Derek m'a regardé avec cette cruauté polie et patiente qu'il utilisait toujours quand il voulait me blesser et a dit «
tu as choisi les bas-fonds parce que tu n'étais pas faite pour les sommets. Cette phrase m'a hanté plus longtemps que je ne l'ai jamais admis. Non pas parce que je le croyais, mais parce qu'elle était si purement cruelle. Il avait résumé la définition de l'amour de ma famille en une seule phrase. Nous n'étions aimés que si nous leur renvoyions leur propre image. Je me suis levé de table avant que le dessert ne soit servi. Mon père m'a prévenu que si je partais, je perdrais tout ce qui venait avec le nom Reynolds. Je lui ai dit que je préférais perdre leur argent plutôt que de passer le reste de ma vie à leur louer mon âme, une approbation à la fois. Je suis parti avec rien d'autre que mon sac à main, mon diplôme de droit et une colère si froide qu'elle en était presque utile. Cette nuit-là, dans l'allée, Derek m'a interpellé et m'a dit que je reviendrais supplier d'ici 1 an. Je me suis retourné et lui ai dit qu'il ferait mieux de prier pour que je n'ai jamais de raison de l'affronter devant un tribunal. À l'époque, je le disais par colère. Des années plus tard, j'ai réalisé que c'était une prophétie. J'ai construit ma vie à la dure, ce qui signifie que je l'ai construite honnêtement. Mon premier bureau se trouvait au 4e étage d'un vieil immeuble, au-dessus d'un prêteur sur gage et d'un restaurant de nouilles vietnamien dans le sud de Seattle. La plaque sur la porte vitrée indiquait le groupe Justice Reynolds parce que je refusais de laisser ma famille s'approprier mon nom. La salle d'attente avait 2 chaises dépareillées, un bureau d'occasion et un radiateur qui cognait tout l'hiver comme si quelqu'un était piégé dans le mur. Je vivais de café, de bloc-notes jaunes et de cette obstination que les gens prennent pour de l'insouciance jusqu'à ce qu'elle commence à gagner. Pendant ces premières années, j'ai défendu des gens que personne d'autre ne voulait côtoyer. Des mères célibataires accusées de fraude pour avoir utilisé de fausses adresses afin que leurs enfants aillent dans de meilleures écoles. Des immigrants contraints d'accepter des plaidés coupables qu'ils ne comprenaient pas entièrement. Des jeunes hommes avec un casier judiciaire traités comme s'ils étaient nés coupables. J'ai cessé de me soucier de l'apparence glamour de mon travail car chaque semaine, je voyais à quelle vitesse le système écrasait les gens qui ne pouvaient pas se permettre l'élégance. J'ai d'abord engagé Ramon Ellis, un ancien greffier doté d'une mémoire quasi surnaturelle pour les dossiers et les pièges de procédure. Puis j'ai engagé Tessa, une nouvelle avocate avec des poignets tatoués, un cerveau féroce et aucune patience pour les menteurs polis. À nous 3, nous avons bâti un cabinet sur l'obsession. Nous vérifions tout 2 fois. Nous ne faisions jamais confiance aux chronologies bien ordonnées. Nous traitions chaque élément de preuve comme s'il cachait une seconde vie. C'est comme ça que nous avons survécu. C'est aussi comme ça que je me suis fait des ennemis. Les procureurs détestaient les avocats qui lisaient vraiment les dossiers. Les grands cabinets méprisaient la façon dont mon nom commençait à apparaître dans les nouvelles locales. Chaque fois que j'humiliais en audience publique des avocats plus riches mais plus négligents, Derek observait la scène depuis sa tour de verre. Il n'a jamais appelé pour me féliciter. À la place, il envoyait de petites armes. Des articles sur l'épuisement professionnel des avocats indépendants, des courriels sur les faillites, des liens vers des histoires d'avocats de la défense accusés de faute professionnelle. Il n'y avait aucun message dans le corps du texte, juste le lien, comme s'il tapait sur la vitre de ma vie, me rappelant qu'il s'attendait à ce qu'elle se fissure. Puis est arrivée l'affaire qui a tout changé. Une femme nommée Elena Marquet a appelé mon bureau tard un mardi soir d'orage. Son frère avait été accusé dans une enquête complexe sur des irrégularités financières liées à une entreprise de logistique et à une tentative d'acquisition prédatrice par un concurrent plus important. Des cabinets plus importants avaient refusé l'affaire car la partie adverse avait des relations politiques, était bien financée et prête à anéantir quiconque se mettrait en travers de son chemin. Quand j'ai lu les documents d'accusation, quelque chose semblait trop net. Les preuves étaient parfaitement agencées, la chronologie des témoins commodément alignée, les dossiers numériques d'une propreté presque insultante. Les vraies affaires de malversation sont désordonnées. La cupidité laisse des empreintes. Cette affaire semblait mise en scène. Je l'ai acceptée. Le procès a été assigné au juge Nolan Grave, le juge le plus redouté du comté. Grave était de la vieille école, exigeant et notoirement peu impressionné par le théâtre. Il ne se souciait pas du charme, des noms de famille ou des grands cabinets. Il se souciait des faits et de la compétence. La première fois que je me suis tenu dans sa salle d'audience, il a regardé mon costume modeste et le tampon de mon petit cabinet avec le scepticisme que les hommes comme lui réservent aux gens qu'ils supposent leur faire perdre leur temps. Au 3e jour du procès, ce scepticisme avait disparu. Ramon et Tessa m'avaient aidé à démonter les journaux de serveurs, les dépositions de témoins et les pistes de métadonnées, prouvant que le soi-disant lanceur d'alerte avait été payé par le concurrent qui essayait d'absorber l'entreprise de mon client. Lors du contre-interrogatoire,
j'ai fait craquer leur témoin vedette avec un seul registre de livraison, un seul horodatage et une question à laquelle ils n'étaient pas préparés. Au moment des plaidoiries finales, toute la théorie de l'accusation s'effondrait publiquement. Mon client a été acquitté. Les journalistes se sont pressés sur les marches du palais de justice. Le juge Grave n'a rien dit depuis son siège. Mais alors que la salle se vidait, son huissier m'a apporté une note pliée. Elle disait, « Mademoiselle Reynolds, c'était une plaidoirie rare. Ne laissez pas cette ville émousser votre perspicacité. » J'ai plié cette note et je l'ai gardée dans mon bureau, non pas parce que j'avais besoin de l'approbation d'un juge, mais parce que pour la première fois depuis des années, quelqu'un à l'intérieur du système avait vu exactement qui j'étais et l'avait nommé correctement. Derek a aussi vu la couverture médiatique. Mes parents aussi. Je sais qu'ils ont vu mon visage au journal du soir et ont ressenti ce qu'ils ressentaient toujours quand je réussissais sans eux. Pas de la fierté, mais de l'irritation. Mon succès ruinait le mythe familial selon lequel j'étais la plus faible. Il prouvait que je n'avais pas tourné le dos au pouvoir. J'avais simplement choisi une autre forme de pouvoir. Ce que j'ignorais alors, c'est que pendant que je construisais mon propre nom, Derek sapait discrètement le sien. De loin, sa vie semblait impeccable. Il avait l'appartement en centre-ville, les adhésions au country club, la voiture importée, la montre chère, les photos de voyages de ski et de dîners privés qu'il aimait publier en ligne comme si le bonheur nécessitait des témoins. Cependant, au sein de son cabinet, Derek avait un problème que le charme ne pouvait plus couvrir. Il s'était impliqué dans un système d'investissement privé présenté à plusieurs clients fortunés, puis avait utilisé des transferts temporaires de comptes séquestres de clients pour combler les pertes lorsque tout a commencé à sombrer. Cela a commencé par de l'arrogance et s'est transformé en malversation financière, un mouvement à la fois. Il croyait pouvoir réaligner les comptes avant que quiconque ne s'en aperçoive. Mais le marché a de nouveau basculé. Un client a exigé une réconciliation détaillée, et Derek s'est retrouvé face à une fenêtre d'audit sur le point de faire exploser sa carrière. Il avait besoin de deux choses à la fois. Un acte public d'héroïsme moral pour se rendre intouchable, et un nouveau flux d'affaires suffisamment important pour aider à couvrir le gouffre financier avant que l'audit n'atteigne son étage. J'étais la réponse parfaite. À ce moment-là, mon cabinet était devenu visible et plusieurs de mes affaires en cours étaient de grande valeur et médiatiquement sensibles, des affaires que de plus grands cabinets auraient adoré absorber. Derek a réalisé que s'il pouvait me dénoncer publiquement comme une fausse avocate, il pourrait faire plus que me ruiner. Il pourrait se présenter comme le frère courageux qui a choisi la profession plutôt que le sang, puis intervenir par l'intermédiaire de son cabinet pour protéger mes clients abandonnés. C'était un plan méprisable. C'était sophistiqué et cela ressemblait exactement à ce qu'un homme comme lui appellerait une stratégie. Il est d'abord allé voir mes parents parce qu'il les comprenait mieux que quiconque. Il ne leur a pas présenté une manœuvre malhonnête. Il a parlé de gestion de réputation. Il a dit avoir découvert des irrégularités dans mes qualifications. Que mon ascension avait été trop rapide, trop étrange, trop embarrassante. Il a rappelé à ma mère les rumeurs qui suivraient si cela devenait public sans que la famille n'agisse de manière proactive. Il a rappelé à mon père ce que cela signifierait pour le nom Reynolds si sa fille s'avérait être une personne ayant des agissements illicites. Puis il leur a offert un rôle qui faisait appel à leur plus grande faiblesse. Ils pourraient devenir les dignes victimes qui ont choisi le principe plutôt que le sang. Ma mère, qui m'avait ignoré pendant des années, a soudainement trouvé un moyen de participer à ma chute parce que cela semblait respectable. Mon père, qui a toujours valorisé le pouvoir institutionnel plus que la vérité, a accepté parce qu'il ne pouvait pas imaginer son fils si brillant mentir avec une telle précision. Derek a ensuite monté le dossier. Il s'est appuyé sur un spécialiste en informatique de son cabinet qui avait des dettes de jeu et pouvait être acheté par la peur. Ensemble, ils ont créé une fausse notification d'échec à l'examen du barreau, manipulé des entêtes numériques, fabriqué un échange de courriels dans lequel j'aurais admis avoir pratiqué avant d'être licencié. Et modifié une impression de recherche historique pour faire croire que mon numéro de licence appartenait à un avocat à la retraite. Ce n'était pas parfait, mais Derek avait l'habitude de vivre parmi des gens qui vérifiaient les étiquettes, pas les coutures. Il a également fait appel à une connaissance de ma mère, une femme qui me connaissait depuis l'enfance et qui était plus que disposée à me décrire comme instable si cela lui permettait de se sentir importante sur le papier. Le pire n'était pas les fausses preuves. C'était ce que Derek avait prévu pour la suite. Un courriel interne qu'il a envoyé plus tard à un associé l'a clairement montré. Une fois que je serais suspendu,
son cabinet contacterait mes principaux clients, offrirait une représentation transitoire d'urgence et absorberait les affaires sous prétexte de nettoyer une tragédie familiale. Il n'essayait pas seulement de me détruire. Il essayait de s'approprier ce qui restait de ma chute. Et parce que la cruauté dans ma famille a toujours eu une saveur personnelle, il a ajouté une lame de plus. Des années plus tôt, quand il m'avait appelé d'un parking après qu'un mauvais investissement l'ait presque exposé, je lui avais discrètement viré assez d'argent pour le maintenir à flot. Car une partie insensée de moi se souvenait encore de lui comme de mon frère avant de me souvenir de ce qu'il était. Il a pris cette miséricorde, a survécu grâce à elle, et a quand même monté un dossier conçu pour effacer ma vie. Lorsque la plainte disciplinaire officielle est arrivée à mon bureau avec sa signature et la déclaration sous serment de mes parents, j'ai ressenti quelque chose de plus froid que le chagrin. Le chagrin implique la surprise. Ce que j'ai ressenti, c'est la rupture finale d'un fil qui avait déjà été tendu au-delà de la raison. La plainte est arrivée à mon bureau un mardi matin gris, et à midi, ma salle de conférence s'était transformée en champ de bataille. J'ai lu chaque page une première fois en tant que fille et une seconde fois en tant qu'avocate. La première lecture m'a fait mal. La seconde m'a affûté. Mes parents avaient signé des déclarations sous serment, affirmant se souvenir d'avoir reçu ma notification d'échec à l'examen du barreau des années auparavant, qu'ils avaient été trompés par mes prétendus mensonges, qu'ils n'avaient que récemment trouvé le courage d'agir. La plainte de Derek était polie, moralisatrice et écrite avec la tristesse dramatique d'un homme auditionnant pour le rôle d'un saint. Les allégations sur le papier étaient catastrophiques, pratiques non autorisées, licence invalide, manœuvre malhonnête envers le tribunal, tromperie de clients vulnérables. Si le comité y croyait ne serait-ce qu'à moitié assez longtemps pour imposer une suspension provisoire, mes affaires en cours pourraient imploser avant même que je puisse me disculper. J'ai appelé Marianne Crowe. Dans notre communauté juridique, Marianne était la personne que l'on engageait lorsque les murs commençaient à bouger. Elle s'occupait des défenses disciplinaires, des fautes judiciaires et du genre de catastrophes professionnelles qui mettaient fin aux carrières plus faibles avant le déjeuner. Elle est arrivée à mon bureau dans un manteau de laine sombre, a lu la plainte en silence total, puis l'a posée et a dit « Ce n'est pas une plainte. C'est une tentative de mise à mort professionnelle. » Cette phrase m'a plus aidé que ne l'aurait fait le réconfort. Elle a défini l'échelle de la situation. Nous avons commencé à construire immédiatement. J'ai sorti mes documents d'admission originaux d'un coffre-fort de banque, résultat de réussite, dossier de serment, confirmation de licence, reçu de frais archivés. Tessa les a comparés ligne par ligne avec les documents falsifiés. Ramon a retracé les incohérences de procédure dans l'historique de la plainte et a remarqué que le format de la fausse notification ne correspondait pas au modèle de l'état de l'année où Derek prétendait qu'elle avait été émise. Marianne a fait appel à un analyste de documents et à un expert numérique nommé Silas Quint, qui examinait les fichiers PDF comme les cardiologues examinent les scanners, de manière silencieuse, clinique et avec des conséquences fatales lorsqu'ils trouvaient une anomalie. En quelques heures, le tissu du mensonge de Derek a commencé à se déchirer. La fausse notification d'échec utilisait le bloc de signature d'un administrateur qui avait pris sa retraite 2 ans avant la date figurant sur la lettre. L'ensemble de polices intégrées dans le PDF n'était pas utilisé par l'État à cette époque. Le sceau du document provenait d'une archive de fichiers moderne à haute résolution, et non d'un tampon d'état d'époque. L'email fabriqué montrait des données de routage incompatibles avec le serveur de messagerie que le compte était censé utiliser des années auparavant. Et surtout, les enregistrements d'objets numériques pointaient vers une machine du réseau du cabinet de Derek. Nous en avions assez pour répondre. Marianne m'a demandé si je voulais tout envoyer immédiatement au Conseil de l'Ordre et demander un rejet sommaire. J'aurais dû dire oui. Ça aurait été la réponse la plus sûre. Au lieu de cela, j'ai dit non. Je voulais Derek sous serment. Je voulais qu'il s'engage dans son mensonge dans une pièce où la retraite lui coûterait plus que la stratégie. Marianne m'a regardé longuement, puis a lentement hoché la tête parce qu'elle comprenait exactement ce que je voulais dire. Il ne s'agissait plus seulement de survivre. Il s'agissait de finir le travail. Pourtant, une nuit, 3 jours avant l'audience, le poids de tout cela m'est tombé dessus. J'étais assise seule dans mon bureau après le départ de Ramon et Tessa. La fausse notification d'échec était d'un côté de la table, la vieille note du juge grave de l'autre. Dehors, la pluie frappait les fenêtres assez fort pour ressembler à des doigts qui tapotent. Pendant 10 minutes silencieuses, je me suis laissé imaginer la vie que Derek voulait pour moi. Suspendu, discrédité,
observé par d'anciens clients avec cette confusion blessée que les gens portent lorsque les institutions leur disent que la confiance était une erreur. Puis j'ai déplié la note de Grave et j'ai relu la ligne. Une plaidoirie rare. Ne laissez pas cette ville émousser votre perspicacité. J'ai réalisé que mon frère avait pris le silence pour de la faiblesse, comme ma famille l'avait toujours fait. Ils n'ont jamais compris que le silence peut être une discipline. Le silence peut être une arme dont la sécurité est encore enclenchée. Le lendemain matin, j'ai envoyé Ramon aux archives d'admission de l'État avec une demande formelle de vérification historique certifiée, extraite du coffre-fort de microfiches physiques, et non de la base de données publique. Je voulais une chaîne de traçabilité. Je voulais des sceaux en relief. Je voulais le genre de preuve que l'argent ne pouvait pas effacer rapidement. Le soir même, nous l'avions entre les mains. La veille de l'audience, Marianne et moi avons finalisé les classeurs, les onglets de preuves et les grandes lignes des requêtes. Nous n'avons rien répété de dramatique. Nous n'avions pas besoin de drame. Nous avions besoin de séquences. Derek commencerait. Nous réserverions notre tour. Il s'engagerait. Grave lirait. Le mensonge se briserait. Ensuite, nous déciderions de l'ampleur de la riposte. Je me suis endormi cette nuit-là sans larmes, sans peur et sans une once de sentiment familial en moi. L'audience elle-même a commencé exactement comme les personnes arrogantes comme Derek espèrent toujours que leurs victoires commenceront, avec une cruauté polie et une confiance totale. Il se tenait au pupitre dans un costume bleu marine, la voix basse et affligée, disant au panel qu'il s'était manifesté uniquement parce que la profession comptait plus pour lui que le sang. Il m'a décrite comme brillante mais instable, ambitieuse mais malhonnête, une femme qui avait bâti toute une identité juridique sur la fausseté. Il a soumis la fausse lettre, les faux courriels, les impressions de dossiers manipulés et la déclaration de mes parents comme s'il déposait des fleurs sur une tombe qu'il regrettait d'avoir creusée. Ma mère a tamponné ses yeux. Mon père a refusé de me regarder. Marianne a réservé notre déclaration. Le juge Grave a pris le dossier, et puis est venu le moment que vous connaissez déjà. Il l'a ouvert, a pâli, a croisé mon regard et a disparu dans son bureau avec mon dossier pressé contre sa poitrine comme un explosif vivant. 15 minutes plus tard, il est revenu avec 2 objets, mon dossier et un document du tribunal encadré. Il ne s'est pas assis. Il a placé le cadre au centre de son bureau, face à la salle. C'était un formulaire de verdict du procès pour irrégularité financière d'Elena Marquet, signé dans sa salle d'audience des mois plus tôt. Puis il a regardé Derek et lui a demandé s'il le reconnaissait. Derek, essayant toujours de se reprendre, a dit non. Grave lui a dit qu'il commémorait l'une des performances de défense les plus pointues qu'il ait vues en 20 ans. Une performance livrée par la femme même que Derek accusait de n'avoir jamais réussi l'examen du barreau. On pouvait sentir l'atmosphère de la pièce changer. Le visage de Derek ne s'est pas effondré immédiatement. Il s'est effiloché. Il a essayé de soutenir que la compétence pouvait être feinte, que les escrocs réussissaient parfois parce que les gens voulaient les croire. Grave l'a interrompu et a annoncé qu'il avait profité de la suspension pour contacter directement les archives d'admission de l'État, non pas le registre en ligne, mais le coffre-fort physique. Vérification historique certifiée. Il a brandi le document. Ma licence était valide, l'avait toujours été. Puis il s'est tourné vers la fausse lettre d'échec et a calmement souligné que le signataire avait pris sa retraite avant la date figurant sur le document. Il s'est tourné vers les pièces à conviction par courriel et a noté que les diagnostics préliminaires montraient déjà un historique de routage impossible et des données de génération moderne. Derek a quand même essayé de maintenir sa position. Il a dit qu'il devait y avoir une erreur, qu'il s'était fié de bonne foi au document. C'est alors que Marianne a demandé l'autorisation de présenter des preuves de réfutation. Grave l'a accordé. Point par point, elle l'a démantelé en public. Chronologie de la sortie des polices de caractère, génération des balises d'objets, identifiant de machines, non-concordance de la résolution du sceau de l'État, certification de la chaîne de traçabilité des archives. Puis est venu le courriel interne du cabinet, récupéré grâce à une préservation d'urgence après le dépôt de la plainte, dans lequel Derek proposait d'absorber les affaires de mes clients pour couvrir le déficit de son compte séquestre avant un audit à venir. Au début, la salle n'a pas halté. Elle s'est figée. Il y a un silence plus violent que les cris, et nous étions dedans. Grave a lu le courriel 2 fois, très lentement, puis a levé les yeux avec un dégoût qui vide un homme. Alors, dit-il, il ne s'agissait jamais d'éthique. C'était une appropriation déguisée en vertu.
Derek a commencé à parler trop vite après cela, comme le font les menteurs quand ils sentent le sol se dérober sous leurs pieds. Il a blâmé le spécialiste en informatique. Puis il a blâmé un malentendu. Puis il a blâmé mes parents, disant qu'ils l'avaient poussé, qu'ils voulaient que je disparaisse, qu'ils lui avaient demandé de faire quelque chose avant que je ne les embarrasse à nouveau. Mon père s'est effectivement levé et a dit que Derek mentait, qu'il avait fait confiance à l'enquête de son fils. Ma mère a commencé à pleurer pour de bon maintenant. Pas des larmes théâtrales, mais une panique laide parce qu'elle a finalement compris que la réputation ne pouvait pas distancer les preuves. Grave leur a dit à tous les deux de s'asseoir car ils n'étaient plus des témoins endeuillés. Ils étaient des complices potentiels. C'est à ce moment-là que Derek s'est vraiment effondré. Il a quitté le pupitre, a titubé vers ma table et est tombé à genoux sur le sol de la salle d'audience. Il a agrippé le bord de la table des deux mains et m'a regardé comme un homme qui se noie. « Sophia, dit-il, la voix brisée. S'il te plaît, tu sais comment ça fonctionne. Si cela devient une affaire pénale, ça détruit tout. Je peux arranger ça. Je te transférerai l'appartement. Je liquiderai les comptes. Je te donnerai n'importe quoi. Arrête juste ça maintenant. » J'ai baissé les yeux sur lui et j'ai ressenti moins que de la colère. La colère aurait été plus chaude. Ce que j'ai ressenti, c'est la satisfaction froide de voir la vérité réduire un homme à sa taille réelle. Derrière lui, mon père a fait un pas en arrière comme s'il ne voulait pas que la scène le touche. Ma mère a murmuré le nom de Derek, mais quand il s'est tourné comme pour attendre du secours, ils ont tous les deux détourné le regard. C'est la partie que je pense qu'il a ressenti le plus profondément. Pas le dégoût du juge, pas les preuves, pas les adjoints du shérif qui entraient sur l'ordre de Grave. C'était de voir nos parents choisir la distance plutôt que lui à la seconde exacte où il n'a plus semblé récupérable. Grave a ordonné aux adjoints du shérif de le prendre en charge, en attendant une procédure pour faux témoignages, soumission de fausses preuves, obstruction et potentielles irrégularités financières liées au courriel du cabinet. Alors qu'il le relevait, Derek a recommencé à supplier. Plus fort, plus laid. Promettant qu'il était seulement désespéré, qu'il n'avait pas voulu que ça aille aussi loin. Grave l'a regardé et a dit, « Les hommes comme vous ont toujours l'intention d'aller aussi loin qu'ils pensent pouvoir s'en tirer. » Puis il a rejeté les accusations contre moi, a ordonné que la procédure concernant mon dossier soit scellée et s'est excusé auprès de moi officiellement pour l'abus de la procédure disciplinaire. Je me suis levé, j'ai pris ma mallette et j'ai demandé si j'étais excusé car j'avais une autre audience le lendemain matin. Le coin de la bouche de Grave a bougé. Pas tout à fait un sourire, mais du respect. « Vous êtes excusé, maître, dit-il. Contrairement aux plaignants, vous avez du vrai travail à faire. » Ce qui s'est passé après l'audience a été plus lent que l'explosion, mais beaucoup plus permanent. Le cabinet de Derek l'a suspendu avant le coucher du soleil et l'a licencié avant la fin de la semaine. Une fois que leur propre examen interne a commencé, la manipulation du compte séquestre s'est étendue d'un compte à plusieurs et d'un ajustement temporaire à un schéma que les procureurs pouvaient expliquer à un jury en termes simples. Des poursuites judiciaires ont suivi. La discipline du barreau est venue ensuite. Il a perdu sa licence, puis l'appartement, les investissements, et les amis qui avaient toujours confondu la proximité du succès avec la loyauté. Mes parents n'ont pas été arrêtés ce jour-là, mais ils ont été assignés, interrogés et nommés publiquement dans suffisamment de dossiers pour ruiner à jamais la version polie de leur vie. Les cercles de charité de ma mère ont cessé d'appeler. Mon père a démissionné de 2 conseils d'administration d'hôpitaux avant de pouvoir être poussé à le faire. En un an, ils ont vendu la maison familiale sous prétexte de déménager dans plus petit, bien que tout le monde dans leur entourage sache exactement ce qui s'était réellement passé. Derek a d'abord envoyé des lettres, des excuses, des explications, des plaidoyers manuscrits. Je ne les ai jamais ouvertes. Marianne a obtenu une ordonnance restrictive après la 3e tentative de contacter mon bureau par des intermédiaires. L'ordonnance n'était pas émotionnelle. Elle était nette, professionnelle et définitive. Mon cabinet a survécu à l'attaque parce que nous avons agi vite. Mais plus que cela, il est devenu plus pointu. Les clients sont venus à moi non pas malgré ce qui s'est passé, mais à cause de cela. Les juges qui ne me connaissaient autrefois que de réputation savaient maintenant exactement comment je gérais la pression quand la pression portait mon propre nom de famille. Ramon a encadré l'ordonnance de rejet et l'a accrochée dans la salle de conférence. Tessa l'a appelé notre portrait de famille. J'ai gardé la vieille note du juge Grave dans mon bureau, mais après l'audience, j'ai ajouté quelque chose à côté.
Une copie de l'ordonnance de rejet de la plainte disciplinaire de Derek contre moi, tamponnée et scellée. Non pas parce que j'avais encore besoin de justification, mais parce que je voulais un enregistrement permanent de ce à quoi ressemblait la survie quand elle cessait de demander la permission. 1 an plus tard, j'ai agrandi le cabinet et lancé un fonds de défense juridique pour les jeunes avocats issus de milieux modestes qui étaient discrètement évincés de la profession par l'argent, le pédigré et les jeux institutionnels. Je l'ai fait parce que je savais exactement combien de gardiens confondent pouvoir et valeur. Je l'ai aussi fait parce que la riposte, si vous la faites correctement, ne doit pas seulement punir ce qui a tenté de vous briser, elle doit construire quelque chose de plus fort dans l'espace que les dégâts laissent derrière eux. Parfois, les gens me demandent si j'ai de la peine pour Derek maintenant. La réponse honnête est non. Je le comprends mieux que je ne le souhaiterais. Mais la compréhension n'est pas l'absolution. Il n'était pas un homme tragique piégé par les circonstances. C'était un homme qui croyait que son avenir comptait plus que mon existence. Il a fait des choix à partir de cette croyance encore et encore jusqu'à ce que la loi lui réponde enfin dans un langage qu'il respectait. Quant à mes parents, je les avais enterrés bien avant qu'une ordonnance du tribunal n'officialise la distance. Les liens du sang ne sont pas impacts quand le sang ne coule que dans un sens. La famille, ce ne sont pas les gens qui revendiquent votre nom tout en essayant de détruire votre vie. La famille, ce sont les gens qui se tiennent aux côtés de la vérité quand cela a un coût. Au moment où les derniers délais d'appel sont passés et que la poussière est enfin retombée, j'avais cessé de penser à cette nuit comme au moment où mon frère a tenté de me finir. J'ai commencé à y penser comme la nuit où le mensonge de ma famille a pris fin. Ils m'ont accusé de pratiquer le droit sans autorisation parce qu'ils n'ont jamais compris ce que le droit signifiait pour moi. Pour eux, c'était le statut, l'influence, l'accès, la bonne cravate de la bonne école dans la bonne pièce. Pour moi, c'était toujours plus simple que cela. C'était l'arme la plus propre que j'ai jamais tenue. Et quand les gens qui auraient dû me protéger ont essayé de l'utiliser contre moi, je l'ai mieux utilisé. Alors, je voudrais vous demander ceci. Si vos propres proches tentaient de vous enfoncer pour se sauver, le pardon aurait-il encore sa place une fois la vérité révélée? Ou feriez-vous ce que j'ai fait? Partir, verrouiller la porte derrière vous et laisser le dossier parler de lui-même. Nous apprécions vraiment votre temps et votre soutien. Tous les détails dans cette vidéo sont fictifs et destinés uniquement à la narration, au divertissement et à la réflexion. Nous espérons que cette histoire vous rappelle que vous n'êtes pas responsable de réparer les personnes qui choisissent continuellement de vous faire du mal. Parfois, le choix le plus sain est d'arrêter de porter le poids des relations qui n'apportent que de la douleur.